Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 7 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. C'est le matin, je me suis fait un petit thé avec du miel et ça, c'est très bon. Vous vous en foutez, mais je vous raconte ma vie. D'ailleurs, je suis assez content parce que normalement, demain, je vais recevoir un nouveau micro. Et donc, j'espère que le son va être différent. J'espère que le son va être meilleur pour vous qui m'écoutez. J'ai pris un micro de bonne qualité. D'ailleurs, je voulais remercier tous les abonnés sur mon site Patreon. C'est grâce à vous que j'ai pu acheter une partie de ce micro. J'ai complété avec de l'argent à moi, mais grâce à vous, j'ai pu acheter ce micro, donc merci beaucoup. Et donc vous me direz si ça change quelque chose. J'espère que ce sera mieux, j'espère que le son sera meilleur. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de ça. Je vous parlerai de ce nouveau micro demain. Aujourd'hui, je vous parle de saut en parachute. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Alors, saut, ça vient du verbe sauter. Ça veut dire faire un bond en avant. Et là, on saute en parachute. Le parachute, c'est en fait ce qui va servir quand vous sautez d'un avion. Quand on saute d'un avion, si on saute sans parachute, eh bien on s'écrase sur le sol, on meurt. Le parachute, c'est comme un sac à dos qu'on va ouvrir quand on est en l'air. Il y a une voile qui va se déplier et ça va permettre de ralentir la chute. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce mot parachute, vous pouvez peut-être deviner ce que ça veut dire en décomposant le mot. Le mot chute, ça vient du verbe chuter, ça veut dire tomber. Et para, c'est un préfixe. Para, ça veut dire contre, opposé. Donc en fait, c'est contre la chute. Parachute, c'est contre le fait de tomber. Donc ça va servir à ralentir la chute. Et donc j'ai sauté déjà 2 fois en parachute et j'ai adoré. Je vais vous raconter un peu ces 2 fois-là, comment ça s'est passé. Il y a 20 ans, oui c'est ça, il y a 20 ans, un peu moins, 18 ans, j'ai commencé un métier où je soignais des gens. Aujourd'hui, je ne le fais plus, mais à cette période, j'avais des patients et donc j'exerçais un métier de santé. Je travaillais à Versailles, à côté de Paris, d'ailleurs juste à côté du château de Versailles, si vous connaissez. Et à Versailles, il y a le centre d'entraînement militaire du GIGN. GIGN, ça veut dire Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. En fait, c'est l'élite des gendarmes. Ce sont eux qui vont être appelés quand il y a des prises d'otages, des attentats, des gros problèmes sur le territoire français. C'est le GIGN qui va intervenir, ou alors le GIPN. P c'est police, G c'est gendarmerie. Donc c'est l'élite de la gendarmerie. Et ils sont basés à Versailles, ils s'entraînent à Versailles. Et comme je travaillais là-bas en tant que profession de santé, je soignais pas mal d'hommes et pas mal de femmes qui travaillaient au GIGN. Et ces personnes-là, ces soldats d'élite, ils doivent tous les ans faire un nombre minimum de sauts en parachute. Et j'en avais parlé avec eux, j'avais dit que c'était un rêve pour moi, et ils m'ont dit: «Ben écoute, viens, on va sauter dans une semaine
viens avec nous, on t'emmène sauter en parachute. Waouh, le rêve. Donc une semaine plus tard, je prends ma voiture et je vais à l'endroit où on doit sauter. Et là, il y a un avion qui prend des gars du GIGN et des femmes, ils montent en l'air, ils volent, les personnes sautent en parachute, l'avion atterrit, il reprend d'autres personnes, il remonte, etc., etc. Et l'avion fait ça toute la journée. Et les mecs, ils peuvent sauter en parachute 3, 4, 5 fois, 6 fois dans la journée. Et donc j'arrive là, on me dit bonjour Adrien, comment ça va, gna gna gni, gna gna gna. Il me dit, écoute, on va sauter en tandem. Donc en fait, moi, j'étais attaché au gars du GIGN. J'étais attaché à une personne qui avait l'habitude de sauter. Moi, j'étais devant et lui était derrière moi. Et on était attachés par le thorax. Alors, comment ça s'est passé? Normalement, quand vous sautez en tandem, on vous explique un petit peu comment ça va se passer. On vous explique un minimum comment il faut se positionner en l'air et à l'atterrissage pour ne pas avoir de problème. Mais mon patient, le gars du GIGN, il avait tellement l'habitude de sauter qu'il ne m'a quasiment rien dit. Il m'a juste dit « T'inquiète, ça va bien se passer, lève les jambes à l'atterrissage. » Pas plus de détails, pas plus de conseils. Donc je suis allé un peu, pas en ayant peur, mais pas rassuré. Me voilà dans l'avion avec les membres de la gendarmerie, avec l'élite de la gendarmerie française. L'avion monte, et normalement, l'avion il monte à peu près à 4000 mètres pour sauter. Entre 4000 et 4500 mètres. Ça fait entre 4 km et 4 km 5 de hauteur. Mais là, comme j'étais dans l'avion, ils m'ont fait une petite surprise et ils sont montés au-dessus de 5000 mètres. Le gars du GIGN a dit au pilote, monte un peu plus haut, on a un invité. Donc on est monté à 5000, 5500 mètres d'altitude, plus de 5 km en l'air. La porte de l'avion s'est ouverte et là, énormément d'air, énormément de vent qui rentre dans l'avion. Et en se penchant sur le bord, donc à la porte pour sauter, c'est impressionnant parce que moi, j'étais quasiment dans le vide, puisque c'est le gendarme qui se tenait aux portes à l'avion. Comme j'étais devant lui, j'avais l'impression d'être dans le vide, mais de ne pas tomber. Et là, il m'a dit « Allez, on y va », et on a sauté dans le vide. La première impression que j'ai eue, c'est de ne plus pouvoir respirer. Il y avait tellement d'air qui arrivait sur mon visage que j'ai mis peut-être 4, 5, 10 secondes à retrouver ma respiration. Mais 10 secondes en l'air, quand on ne peut pas respirer et qu'on est en train de tomber comme une pierre, je peux vous dire que ça fait flipper et on a l'impression que ça dure 10 minutes. Donc au bout de 10 secondes, tout va bien, je reprends mon souffle et là, le kiff extraordinaire de sauter en parachute. Franchement, je le conseille à tout le monde parce que c'est une sensation incroyable. Incroyable parce qu'on a un parachute. Parce que sans parachute, à mon avis, on voit sa vie défiler devant ses yeux. Donc on saute et il y a à peu près, je sais plus, peut-être 2 minutes, 2 minutes 30 de chute libre, sans parachute. Et après, le gendarme a ouvert son parachute et ça nous a ralenti. Et là, on peut voir tout le paysage tout autour, c'est magnifique. Et sur un parachute, vous avez
2 poignées, une à droite et une à gauche. Quand vous tirez vers le bas la poignée de droite, le parachute va vers la droite, descend, part vers la droite. Et quand vous tirez la poignée de gauche, il part vers la gauche. OK. Donc au début, c'est le gendarme qui tenait les manettes, et après, il m'a donné les poignées. Il m'a donné les manettes. Et il m'a dit: «Tire à fond à droite». Donc moi, je m'exécute, je tire à fond la poignée de droite vers le bas, et là, j'ai l'impression qu'on commence à tourner très fort et que le parachute est en train, je sais pas, comme de faire une spirale, comme si on n'arrêtait pas de tourner, de faire des tours sur nous-mêmes. Et après, il m'a dit: «Tire à gauche», et ça a stabilisé. Je sais pas il a voulu me faire une petite farce, s'il a voulu me faire un peu peur, mais en tout cas, c'était magnifique, c'était extraordinaire de sauter en parachute. Et à l'atterrissage, quand on est 2, celui de devant, donc moi, doit lever les jambes. C'est le gendarme, c'est la personne derrière moi qui a mis les jambes au sol en premier et moi après. Ça, c'était la première fois que j'ai sauté en parachute. Et la deuxième fois, c'était à l'occasion d'une promesse. Il y a des années, j'avais fait une promesse à un enfant, à un ami, à un comment dire? Un enfant que je connaissais, on va dire, que à ses 15 ans, je l'emmènerais sauter en parachute. Et à cette époque-là, l'enfant, il avait 4 ans. Et à 15 ans, il me dit: «Adrien, t'as pas oublié ta promesse?» Moi, je lui dis: «Quoi? Laquelle?» Moi, j'avais complètement oublié. Et il m'a dit: «Quand j'avais 4 ans, tu m'as promis qu'on irait sauter en parachute à mes 15 ans. J'ai 15 ans, donc on y va». Et donc évidemment, j'ai tenu ma promesse. Je l'ai emmené sauter en parachute, encore une fois en tandem à 2. Parce que si on veut sauter tout seul en parachute, là, il y a une formation à faire de plusieurs heures, une formation particulière, et c'est plus compliqué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le saut en parachute, c'est incroyable. Et d'ailleurs, peut-être que demain, je vais vous parler de saut à l'élastique. Parce que ça aussi, je l'ai fait. Le gars qui adore sauter dans le vide. Donc demain, je vous parlerai de saut à l'élastique. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour, être de bon poil. Alors c'est assez simple, il n'y a que 4 mots. Le premier, c'est le verbe être. Ici, c'est un verbe, c'est pas un auxiliaire. Je vous rappelle que l'auxiliaire, il sert à créer, à fabriquer les temps composés. Donc ici, c'est un verbe. Et bien sûr, comme c'est un verbe, comme d'habitude, je vais vous le conjuguer à l'imparfait et au passé simple. 2 temps du passé. Alors le verbe être à l'imparfait, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Et au passé simple, ça c'est plus compliqué. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Je vous rappelle en 2 mots les emplois de l'imparfait et du passé simple. L'imparfait, c'est un temps du passé qui est utilisé pour décrire une action qui dure dans le temps, une action réelle qui va durer. Et le passé simple, c'est aussi un temps du passé qui est plutôt utilisé pour des événements, pour des actions rapides. En fait, c'est utilisé pour mettre l'action au premier plan, pour mettre l'accent sur cette action. Je vous donne un exemple. Je mangeais quand
on sonna à la porte. Je mangeais, c'est l'imparfait, et ça dure un moment. Quand on mange, ça dure, je sais pas, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est une action qui dure. Et après, on a le verbe sonner. Au passé simple, c'est sonna. Je mangeais quand on sonna à la porte. Le fait de sonner à la porte, c'est rapide. Ça dure quelques secondes. C'est une action qui est limitée dans le temps. C'est ça la différence d'emploi entre l'imparfait et le passé simple. Allez, on revient à l'expression. Donc, être de bon poil. De bon poil, bon, je pense que vous connaissez, c'est le contraire de mauvais. Et poil, c'est ce que les animaux ont sur la peau et les humains. Alors, pas tous les animaux, évidemment, hein. Les poissons n'ont pas de poils. Je vous parle bien sûr des animaux qui ont de la fourrure, comme les chiens, les chats ont des poils, les renards, les taupes. Non, les taupes ont des poils? Je sais même pas. Les cerfs, les biches, ils ont des poils. Et les humains aussi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a des poils. Franchement, un homme du 21e siècle avec des poils, ça sert à rien. Les poils ne servent plus à nous protéger contre le froid, puisqu'on a des vêtements chauds. Donc, je pense que dans quelques centaines d'années, les humains, s'ils existent encore, n'auront plus de poils. Ça s'appelle la théorie de l'évolution. Mais c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast. Donc être de bons poils. Mais alors quoi? Il y a des bons et des mauvais poils? C'est bizarre comme expression. Ça veut dire quoi, être de bons poils? Ça veut dire être de bonne humeur, être jovial, être joyeux, être gai, comme sur l'image du podcast. On a un monsieur qui est tout sourire, avec des petites fleurs derrière, un lac, la montagne. Il a un sac à dos. Peut-être qu'il est en train de se promener, de faire une randonnée. Peut-être qu'il est en vacances. Et donc il est de bonne humeur, il est de bon poil. On peut utiliser ça pour les personnes, bien sûr, qui sont en vacances, mais aussi au bureau. Si vous avez un collègue le matin qui arrive en sifflotant, en étant tout joyeux, en ayant un grand sourire, eh bien vous pourrez lui dire: «Tiens, tu es de bon poil ce matin.» Ou alors: «Tu es de bonne humeur? Tu as l'air de bon poil.» Là, j'ai utilisé l'expression être de bon poil, être de bonne humeur, être jovial, être joyeux. Alors d'où ça vient cette expression? Cette expression, elle vient du monde animal. Et elle vient spécifiquement des renards. Les renards, ce sont des animaux de la forêt qui sont orange et blancs. Et la saison de reproduction chez le renard, c'est au début de l'hiver. Sauf que, problème, c'est le moment où Madame la renarde change de pelage. Vous savez que les animaux, 1 ou 2 fois par an, refont leurs poils suivant les saisons. Et donc, le début de l'hiver, c'est la saison de reproduction, mais c'est aussi le moment où Madame Renard change de poil. Et donc, il faut que Monsieur le renard attende, il faut qu'il attende de pouvoir faire son affaire à Madame, quel est son nouveau pelage, son nouveau poil, donc qu'elle soit de bon poil. Il faut que le renard attende que la renarde soit de bon poil et son nouveau poil et son nouveau pelage afin de forniquer comme on dit. Et donc c'est de là que vient l'expression être de bon poil. Et d'ailleurs, le contraire existe aussi. Être de mauvais poil, c'est être de mauvaise humeur. Ne pas être content. Être de bon poil, être de bonne humeur, être content.
En anglais, on dit to be in a good mood. Être dans une bonne, justement, humeur. Cette expression, elle est un tout petit peu familière, du langage courant, légèrement familier. Donc c'est pas à utiliser avec son patron, ni avec un ministre ou quelqu'un de très respectueux, mais avec des collègues, avec des amis, il n'y a aucun problème. Demain dimanche, nouvelle expression qui sera arrondir ses fins de mois. Et donc je vous parlerai soit de mon nouveau micro, je vous expliquerai un peu les caractéristiques et la marque, etc. etc. Soit du saut à l'élastique. De toute façon, si je fais l'un ou si je fais l'autre, je ferai le sujet restant lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end et on se retrouve demain. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.